Keep on rolling, baby. Let's roll. Hey, salut tout le monde, bienvenue au Roll and Play Podcast. C'est ici qu'on aide les gens, les praticiens du jiu-jitsu brésilien à passer à travers de leurs défis. Mais aussi, on est ici pour célébrer les accomplissements de différents praticiens. On veut partager nos expériences. L'épisode numéro 3, elle va être axée sur les blessures du cou. Je vais parler de ma propre expérience quand ça arrive aux blessures du cou. Et aussi, je vais fournir des conseils préventifs pour prévenir ces blessures. L'important, pour prolonger ton temps sur le tapis, de commencer à écouter ton corps. J'aimerais aussi noter que je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un expert en la santé. J'ai fait de la recherche concernant les blessures du cou, comment que le cou est constitué. Et je voulais juste partager mes connaissances. Avant de commencer, j'aimerais mentionner que seulement 10% des gens qui regardent le podcast sur YouTube ou Spotify s'inscrivent ou suivent la page. Alors, pour aider, ça serait vraiment apprécié que vous pouvez cliquer sur Follow ou me suivre sur ces applications-là. Vous allez avoir une annonce quand que le prochain épisode va être relâché. Alors, le sport du jiu-jitsu brésilien est un sport qui met à risque le cou. Qui, si vous n'êtes pas prudent, vous allez avoir des blessures au cou. Qu'est-ce qui cause ces blessures-là? Ben, le jiu-jitsu brésilien est un sport qui peut mettre beaucoup de pression sur votre cou, dépendant de la position que vous êtes. Si vous mettez la pression, vous pouvez mettre de la pression sur la tête, sur votre partenaire. Vous pouvez aussi utiliser votre tête comme un pivot. Ces positions-là vont mettre de la pression sur votre colonne vertébrale et sur votre cou. Et aussi les soumissions. Les raisons courantes de blessures, bien, les guillotines, il y a les ponts, les positions empilées, le stacking, il y a quand ton partenaire te donne un crossface, il met beaucoup de pression sur votre cou. Avec le crossface et le neck crank. On peut s'entraîner dur, mais c'est important de s'entraîner intelligemment. Mon histoire en tant que praticien de jiu-jitsu et les blessures du cou. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 29-30 ans, je m'entraînais constamment. J'aimais vraiment ça. Je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine. Je roulais dur. Je roulais 100%. Quand c'était du rolling, je voulais gagner. Alors, quand j'étais dans une soumission, je tapais pas rapidement. Si mon cou est dans une position qui tapait pas mon cou, mais je tapais pas tout de suite. J'essayais de m'en sortir. Des fois, je restais un petit peu trop longtemps. Même si j'avais mal au cou après des séances, je retournais le lendemain, je continuais à m'entraîner. Alors, j'écoutais pas mon corps. Les symptômes que j'avais, mais j'avais des maux de tête persistants, j'avais des douleurs constantes au cou. Vraiment, ce que j'ai appris, c'est faut savoir comment protéger ton cou, puis d'écouter ton corps. Les symptômes que j'avais, premièrement, mes épaules étaient rendues débalancées. J'avais une épaule plus lourde que l'autre. Ma mobilité de mon cou était vraiment réduite. Et quand je faisais un mouvement brusque avec mon cou, j'avais un choc qui partait de mon cou à mes doigts. Alors, quand ça a commencé, ça, j'ai été voir le physio, fait les traitements, j'ai été voir le chiro, praticien, et j'ai même fait de l'acupuncture. Rien aidait. Chaque fois que je retournais, j'avais mal à la tête pendant très longtemps. Ces blessures-là m'ont impacté mon parcours dans le jiu-jitsu pendant 5 ans. À cause que j'ai arrêté pendant 5 ans, mais pas juste le côté de mon parcours du jiu-jitsu a été impacté, mais aussi ma santé personnelle. Vu que je ne pouvais pas faire autant d'efforts physiques, que j'avais tellement mal au cou, mal à la tête. À chaque fois que je sautais une corde à danser, j'avais mal à la tête. J'ai gagné du poids, j'ai gagné 50 livres après ça. Je me sentais toujours fatigué, j'avais le manque de motivation. Puis tout ça a enchaîné une perte d'estime de moi. Fait que vraiment, ça a impacté moi-même personnellement. Juste pour pouvoir gagner le lundi soir un roll à cause que je ne voulais pas taper. Ça ne valait pas la peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à mon cou pour que j'aie si mal? Puis que ça prenne tant de temps à guérir. Mais commençons à examiner la structure du cou. L'anatomie du cou. Alors, le cou est construit avec vertèbre cervicale qui part de C1 jusqu'à C7. Il y a des muscles. Il y a le système nerveux qui passe à travers de ces vertèbres-là. Des coussins entre les vertèbres. Il y a des ligaments aussi qui s'attachent entre vertèbres. Alors, c'est une structure assez complexe. Commençons avec la structure osseuse du cou. Il y a les vertèbres cervicales de C1 à C7. La C1, qui est aussi nommée l'atlas, elle soutient le crâne. C'est la première vertèbre qui soutient le crâne. Elle permet le mouvement de bascule de haut en bas pour le symbole oui.
elle ne possède pas de corps cervical. Alors, quand vous mettez de la pression sur votre tête, cette vertèbre n'a pas la structure pour prendre la charge, comme les autres vertèbres. La C2, elle travaille, la vertèbre C2, elle travaille avec la C1. Alors, C2 est aussi nommée l'axis. Elle possède une structure appelée dent de l'axis. Alors, elle a une dent qui est connectée dedans la vertèbre C1, qui est utilisée comme pivot. Alors, c'est le pivot de gauche à droite qui est le symbole non de gauche à droite. Alors, ces deux vertèbres travaillent ensemble pour faire ces mouvements-là. Il y a la vertèbre C3 à C5 qui fournissent un soutien structurel au cou. Elle protège la moelle épinière et c'est le point d'ancrage pour les muscles stabilisateurs du cou. Quelque chose d'important avec ces vertèbres-là, c'est qu'il y a des nerfs situés entre la C3 et C5 qui est utilisé pour le fonctionnement des muscles pour aider à respirer. Alors, si quoi que ce soit qui arrive, une blessure qui arrive à ces vertèbres-là, un pincement de nerf, bien, ça va impacter probablement les muscles qui contrôlent la respiration. Alors, pour survivre, il faut respirer. Alors, c'est très important. La C6, elle participe au mouvement du bras et des épaules. Elle innerve les muscles de bras, des poignets, les épaules. Alors, fréquemment, quand vous blessez avec cette vertèbre-là ou un pincement de nerf situé à la C6, vous allez ressentir des picotements au bout des doigts, une faiblesse au bras. Et la C7, la dernière vertèbre des vertèbres cervicales, est la plus palpable, qui veut dire que c'est celle qui ressort le plus dans votre dos. Et la base de votre cou, elle soutient l'extension des bras et des doigts. Point d'attache important pour les muscles cervicaux. Alors, si ce n'était pas des muscles, votre cou ne pourrait pas bouger. Tu as quand même les ligaments qui tiennent les ligaments, les vertèbres ensemble, mais si ce n'est pas des muscles, votre cou ne pourrait pas bouger. Alors, il y a deux groupes de muscles. Il y a les muscles stabilisateurs profonds. Ces muscles-là, tels que il y a des muscles en avant et en arrière de votre cou qui aident à la stabilisation de votre cou. Il y a les longs du cou, que eux sont situés, qui se connectent de la C2 à C4 jusqu'au C1, à l'atlas. Ces muscles-là stabilisent la colonne cervicale antérieure et contrôlent les petits mouvements de flexion. Après ça, il y a le long de la tête, c'est des muscles qui s'attachent de C3 à C6 et se connectent à la base du crâne. Ces muscles stabilisent la colonne cervicale supérieure et aident à la flexion de la tête. Il y a aussi les muscles droit antérieur et latéral de la tête. Eux, c'est des muscles qui sont situés de la C1 au bas de la base du crâne, qui aident au support du crâne aux vertèbres cervicales. Et aussi, les muscles multifidus, c'est des muscles en arrière du cou qui se connectent de la zone C4 à C7 et se reconnectent aux vertèbres plus haut de votre cou. Elle fournit une stabilité segmentaire à la colonne cervicale, contrôle la rotation et l'extension. Autre les muscles stabilisateurs, il y a les muscles plus gros, plus de surface. Alors, on appelle les muscles superficiels et intermédiaires. Il y en a trois qui est vraiment primaire ou important. Il y a le SCM, qui signifie le sternocléidomastodien. C'est un muscle qui part de la clavicule et du sternum et se connecte en arrière de votre crâne, en arrière de votre oreille. Et aussi les scalènes. La scalène, c'est des muscles, le scalène antérieur, le moyen et postérieur. Ces muscles-là, ça part les deux premières côtes et se connectent aux vertèbres, sur le côté des vertèbres. Elle aide à la flexion latérale du cou, à l'élévation des premières côtes et la flexion du cou. Et l'un des plus aussi importants, c'est les trapèzes. C'est un gros muscle à l'arrière du cou qui se connecte à l'arrière du crâne et jusqu'aux clavicules et à l'épaule. Elle aide à l'extension du cou et la flexion latérale et l'élévation de la scapula. En sachant la structure osseuse et le musculaire du cou, qu'est-ce qui cause les blessures et les symptômes? Premièrement, si vous en surentraînez votre cou, les muscles stabilisateurs se fatiguent. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les muscles stabilisateurs se fatiguent? La charge que vous mettez sur votre tête est maintenant
est mis directement sur les vertèbres et les ligaments. Les blessures qui arrivent au cou quand ça arrive, c'est les entorses musculaires cervicales, les hernies discales cervicales, les entorses ligamentaires. Et c'est pas seulement le surentraînement, mais l'hyperflexion, l'hyperextension et l'irritation nerveuse reliée à des soumissions peut causer des blessures au cou. Quand que je vous dis que les muscles stabilisateurs se fatiguent, et maintenant le ligament et les vertèbres portent toute la charge, mais les ligaments peuvent se déchirer, peuvent se tirer. Alors, qu'est-ce que ça enchaîne? Ça enchaîne que le plus de mouvement de vos vertèbres hors de leur axis. Au centre des vertèbres, vous avez la moelle épinière. La moelle épinière est le système nerveux qui est après. Puis de là, il y a des branches, des nerfs qui sortent, qui vont contrôler différents muscles dans votre corps. Entre les vertèbres, vous avez un disque qui est utilisé comme un coussin, qui est conçu de fibres et d'un noyau moelleux. Ce disque-là est utilisé pour éviter le contact os à os de vos vertèbres, qui aussi crée aussi un espace pour donner la place aux nerfs à passer entre les vertèbres pour aller aux différents muscles. Si vos muscles stabilisateurs deviennent très fatigués, la pression, la charge qui est mise sur votre cou, elle va être plus ressentie sur vos disques. Si il y a un déplacement ou il y a une grosse compression sur ces disques-là, ben, le gel qui est au noyau peut sortir, va pouvoir percer le périmètre du disque et mettre de la pression sur vos nerfs. Aussi, si le disque a beaucoup de pression, bien, puis le gel est parti ou vraiment vous endommagez ce disque-là, bien là, c'est de la pression de os à os qui donne plus bien de chance à vos nerfs à avoir de la place pour voyager. Alors, vous allez avoir un pincement de nerfs aussi. Alors, tout ça pour dire que mettre de la pression sur votre cou peut causer des gros problèmes sur le système nerveux et aussi impacter le mouvement, l'articulation entre les vertèbres. Alors, les symptômes possibles quand vous vous faites mal à votre cou, bien, vous allez avoir des raideurs, des maux de tête persistants, vous avez la mobilité réduite du cou. Autres symptômes à surveiller, bien, vous avez les picotements au bout des doigts, les engourdissements de bras, des faiblesses musculaires rapides lors des rolls. Ceci, c'est des signes. Puis si ça arrive plusieurs jours, puis ça s'empire, consultez un professionnel. En plus, si vous avez des signes tels que des douleurs sévères persistantes, des engourdissements, des picotements, des faiblesses musculaires, mobilité fortement réduite, allez voir un professionnel tout de suite. Allez voir votre médecin. Posez-leur des questions. Ils vont vous aider. Mon erreur à moi, c'est que je n'ai pas pris le temps à aller faire ça avant que ce soit trop tard. Alors, j'ai attendu trop longtemps et c'était la grosse erreur que moi j'ai faite, qui a fait en sorte que j'ai perdu 5 ans de pratiquer le jiu-jitsu brésilien. Mon message, c'est une prise en charge précoce aurait pu m'éviter des années de douleur et de pause. Comment prévenir ces blessures-là? Bien, premièrement, écoutez votre corps. Si vos muscles sont fatigués, si vous avez une raideur au cou, vous avez une moule tête, écoutez vos signes de vos corps et prenez un repos. Okay? Prenez le temps à vous reposer, à donner la chance à votre corps de guérir. La première ligne de défense, c'est de taper rapidement. Si vous êtes dans une soumission ou vous êtes dans une position où il y a beaucoup de torsion sur votre cou, tapez. C'est pas grave là, de perdre un roll. Là. Puis vous n'êtes pas perdant, vous allez pouvoir continuer plus longtemps à faire du jiu-jitsu. Perdant, c'est quand vous n'êtes plus capable de faire le jiu-jitsu parce que vous êtes blessé. Alors, sentez-vous pas mal à taper rapidement, recommencez le roll. C'est juste ça qui va arriver. Vous allez pouvoir pratiquer plus souvent et apprendre comment éviter de vous rendre dans ces positions-là. Vous avez fait plusieurs erreurs dans votre roll pour se rendre à cette position-là. Aussi, s'entraîner intelligemment. Priorisez la posture et la technique plutôt que de juste de gagner tous les échanges. Vraiment, la personne qui gagne, c'est celle-là qui a à faire du jiu-jitsu tout le long de sa vie. Aussi, une autre façon de prévenir des blessures, c'est de renforcer votre cou. Il y a beaucoup de personnes qui renforcent leur cou en faisant des ponts. Tu sais, les lutteurs, ils font des ponts arrière, ponts avant. C'est des bons exercices pour renforcer le cou, mais ça exerce beaucoup de pression sur les vertèbres. Moi, les exercices que je vous recommande, c'est des exercices qui ne mettent pas de pression directe sur vos vertèbres, tels que les chin tucks. Alors, les chin tucks, c'est un exercice que vous mettez debout, assis, puis vous mettez votre menton un peu plus à l'intérieur et vous gardez la tête sans
à l'arrière sans pencher la tête et maintenir cette position-là pendant 10 secondes ou 5 secondes. Puis vous faites ça 10 fois. Ça va aider vraiment à stabiliser les muscles stabilisateurs profonds de votre cou. Aussi, les exercices isométriques du cou. Alors ça veut dire que vous mettez votre main et vous mettez une pression et vous gardez votre tête immobile. Ceci va activer vos muscles aussi stabilisateurs qui vont renforcer les muscles stabilisateurs de votre cou. Les muscles plus musculaires mouvements, c'est les mouvements des YTW scapulaires couchés. Alors, vous êtes couché, vous faites des mouvements de oui, de non, de gauche à droite. Ceci va vraiment entraîner les muscles stabilisateurs du cou et des omoplates, travail des trapèzes intérieurs. Vraiment un des bons exercices pour renforcer votre cou. Il y a aussi les exercices de rétraction scapulaire dont vous mettez votre dos sur le mur et vous mettez vos omoplates et vous baissez les épaules. Vous gardez cette position-là avec une bonne posture. Ça va vraiment aider à étirer votre cou, à garder une bonne posture. Il y a les respirations diaphragmatiques. Vous gardez votre menton à l'intérieur et vous respirez lentement. Ça va aider à activer le tronc et ça va stabiliser sans mouvement aux vertèbres cervicales. Et les auto-étirements doux. Vous gardez votre cou penché sur un côté, étirez vos muscles, les scalènes, les trapèzes sur chaque côté. Ça va libérer la tension et ça va étirer les muscles. Okay? Fait que ça, c'est des bons exercices. Des habitudes quotidiennes que vous pouvez avoir pour aider votre cou, c'est avoir une posture droite. Prendre en compte votre posture, même hors du tapis. Ça va aider à renforcer les muscles stabilisateurs. La mobilité douce du cou. Alors, quand vous faites des rolls, essayez pas de sortir dans une soumission en forçant avec votre cou, en faisant des mouvements brusques avec votre cou. Vos muscles de cou sont très petits, sont fragiles, pas des muscles forts. Alors, n'utilisez pas votre cou à essayer de vous en sortir. Vous allez juste vous endommager, détirer des muscles. Vous allez peut-être déchirer des ligaments. Alors, évitez d'utiliser votre cou pour sortir d'une soumission. Utilisez les autres membres. Essayez d'autres techniques pour éviter de mettre toute la charge sur votre cou. Avant de faire des entraînements, bien réchauffer et étirer votre cou. Vous voulez que vos coups soient réchauffés pour éviter des déchirures, pour que les coups soient un peu plus flexibles. J'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous avez appris quelque chose. Mon but dans cet épisode-là, c'était vraiment de vous expliquer mon expérience que j'ai eue avec ma blessure de cou, puis les impacts que ça a eu sur mon parcours sur le Jiu-Jitsu, pour prévenir que vous-même, vous faites la même erreur que moi. Alors, c'est très important de prendre soin de ton corps et que vous ne vous blessez pas. Parce que si vous vous blessez gravement, ça peut impacter votre parcours pendant des années, comme le mien. C'est 5 ans que j'aurais vraiment aimé ça, avoir pour que je puisse m'entraîner, continuer avec ma passion. Mais j'ai pas pu parce que j'étais trop l'emphase sur vouloir gagner, y aller trop souvent, même si je me faisais mal, avoir mal au cou et j'y retournais. Ne pas taper rapidement parce que je voulais essayer de m'en sortir, me sortir des soumissions par force, utiliser ma tête, vraiment mettre de la pression sur mon cou. Vraiment, j'ai fait des choses qui ont fait en sorte que je me suis rendu dans cette situation-là. C'est 100% de ma faute. Je veux que ces erreurs-là soient des leçons que vous ne pouvez éviter. Dans cet épisode, ce que j'aimerais que vous retenez, c'est d'écouter votre corps. S'accorder quelques jours de repos n'est pas un échec. C'est un investissement pour pouvoir pratiquer pendant des années. Le BJJ n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Ce rôle que vous forcez malgré de la douleur ne vaut rien comparé aux 10 ans de passion sur le tatami. Protégez votre cou. Entraînez-vous intelligemment, soyez présent sur le tapis pour longtemps. Si vous êtes quelqu'un qui a eu une expérience similaire que la mienne et que vous voulez partager, écrivez-moi. Ça me rend vraiment ça à vous avoir comme invité, parler de votre expérience et les recommandations que vous avez pour prévenir ces blessures-là pour la communauté du Jiu-Jitsu. Vraiment, le podcast ici, c'est partager nos connaissances et aider la communauté du BJJ à s'améliorer, à ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites pour que les gens puissent le faire pendant très longtemps. Si vous avez des commentaires, des opinions, si vous avez des recommandations, partagez-les. J'encourage le partage d'informations à travers des médias sociaux et ça va vraiment aider à la communauté. Quelque chose que je voudrais aussi mentionner, c'est que les gagnants, c'est ceux qui sont capables de faire ça jusqu'à la ceinture noire et faire ça pendant des années. Alors, être gagnant, c'est la longévité dans le sport.
comme je dis à la fin de chaque épisode, faites confiance à vous-même, faites confiance à vos coachs et faites confiance au processus. C'est un long processus, mais ça vaut la peine. Os.